Et notre invitée politique ce matin, c'est Amélie de Montchalin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On commence bien sûr par cette crise sanitaire et ces nouveaux chiffres vertigineux. Plus de 52 000 cas recensés hier, cas positifs au Covid. C'est un record. Est-ce que désormais un reconfinement local ou total vous semble inéluctable? Est-ce que le gouvernement a échoué dans sa stratégie de lutte contre la deuxième vague? Aujourd'hui, partout, c'est difficile. Partout en Europe, partout, on le voit malheureusement en France. On connaît l'importance, chacun d'entre nous, non pas d'attendre, vous voyez, la solution miracle qui arriverait d'en haut. La solution, elle est en chacun d'entre nous. Comment aujourd'hui, on évite de réunir chez soi trop de monde? Comment on fait ces gestes barrières avec beaucoup de méthodes? C'est effectivement très éprouvant. Mais il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui qu'on soit chacun les acteurs, au fond, de cette lutte contre le virus. Ce virus, on ne le connaît pas très bien. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dès qu'il fait froid, il se répand vite. Donc la solution, évidemment qu'on va être extrêmement vigilant, que si des mesures peuvent être prises pour que ça puisse, vous voyez, à la fois nous permettre de continuer à vivre, notamment on pense à nos écoles, à notre économie, à tout ce qui fait quand même notre vie collective. Mais on a besoin, je crois, aujourd'hui bien comprendre qu'il n'y a pas de solution miracle. Nous, gouvernement, on prend des décisions, comme vous le savez, courageuses. On les prend dans le temps, on les prend avec méthode. Mais la solution aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas trop lent, la prise de décision? Est-ce qu'il ne faut pas, dès maintenant, prendre des mesures plus restrictives? Quand on a pris la mesure sur le couvre-feu, on était les premiers en Europe. Quand nous, on faisait nos discussions entre ministres, on s'est dit ça va être perçu comme quelque chose de très dur. Quelques jours après, vous voyez, les pays autour de nous, parfois, vont beaucoup plus loin. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Le confinement généralisé perpétuel n'est pas une solution. Ce virus ne va pas disparaître du jour au lendemain, donc il faut qu'on s'adapte. Et je crois que la clé, c'est vraiment que chacun d'entre nous, on soit extrêmement vigilant, extrêmement responsable, parce qu'il n'y a pas de solution magique qui vienne d'en haut. Il n'empêche les épidémiologistes et puis les services de réanimation, 90% des lits occupés en Rhône-Alpes, par exemple, ils appellent à des mesures plus strictes, plus drastiques. Que peut-on faire, mais quelles mesures peut-on prendre avant de reconfiner ? On va travailler sur les différentes options. Il y a des questions d'horaire, il y a des questions de jour. Je ne vais pas vous dire ici, vous savez, c'est le fruit de beaucoup de concertations. C'est des dialogues collectifs autour du Premier ministre, autour du Président de la République. Donc je n'ai pas des annonces à vous faire ce matin. Ce que je sais, vous voyez, en tant que ministre de la fonction publique, nous prenons toute notre part à la fois à assurer la continuité du service public, mais aussi à protéger les agents, protéger les usagers. On a pris des mesures très fortes sur le télétravail pour que dans toutes les zones, notamment où il y a un couvre-feu, 2 à 3 jours par semaine, les agents publics qui le peuvent puissent continuer à travailler de chez eux. Donc, il y a combien de pourcentage de fonctionnaires aujourd'hui en télétravail? Aujourd'hui, les chiffres qu'on a hors éducation nationale, c'est à peu près 28% pour l'État de personnes qui travaillent au moins quelques jours par semaine. Ensuite, ces chiffres, bien sûr, on les suit de très près. Ça nous demande beaucoup aussi de finesse pour que ce soit quelque chose qui soit statistiquement ensuite, qui nous dise des choses intéressantes. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous allez l'accroître, vous cherchez à l'accroître ce pourcentage? On cherche à ce que 2 à 3 jours par semaine, tous les agents publics de l'État, mais aussi des collectivités, mais aussi l'hospitalière, c'est un peu différent, mais tous ceux qui peuvent télétravailler de chez eux. Et donc on augmente, vous voyez, dans le plan de relance, les outils de travail à distance. Les ministères augmentent les équipements. Mais on a, dans notre secteur d'activité, évidemment, un principe qui nous guide, qui est la continuité du service public. Les Français, au cœur de cette relance, au cœur de cette crise, ils ont besoin des services publics. Et donc il faut toujours qu'on trouve l'équilibre. Mais la clé pour moi, vous voyez, en tant qu'employeur... Entre la présence et la numérisation. Exactement. Et on ne peut pas tout mettre à distance. Inversement, il y a aussi des procédures qui ne peuvent pas être faites depuis un ordinateur. Et il y a beaucoup de métiers, je pense notamment aux enseignants. On voit bien que c'est quand même pas la même chose d'être face à ses élèves ou pas. Donc là, je rencontre ce matin les employeurs territoriaux. Et nous allons faire le point sur les différentes mesures que nous prenons en tant qu'employeur public. Et toujours pour tenir cet équilibre, protéger les Français, protéger les agents, protéger les usagers, mais permettre à notre pays de continuer à avancer. Et notamment... Et vous encouragez, on imagine, la fonction publique territoriale à avoir recours au télétravail. C'est 28% pour la fonction publique territoriale d'État. Vous avez des chiffres pour la fonction publique territoriale? On fera le point avec les employeurs aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que les élus locaux prennent toute leur part également à cette vigilance collective qu'on doit avoir. Dans ce contexte, Jean Castex rencontre ce matin syndicats et patronat pour faire un point bien sûr sur les conséquences de la crise sanitaire, notamment sur l'emploi. Comment vous allez contribuer dans votre secteur, dans le secteur de la fonction publique, à relancer l'emploi, notamment chez les jeunes? C'est un jeune, une solution. C'est là aussi un effort de la nation. C'est pas juste les entreprises ou juste les jeunes. Toute la nation doit prendre sa part. Quand on est ministre de la fonction publique comme moi,
Je peux vous dire, en 2021, il y a 100 000 jeunes qui peuvent trouver un emploi dans la fonction publique, soit par concours, soit par contrat, soit parce qu'ils vont vouloir être des apprentis. Et je pourrais y revenir, on vraiment très intensément, on soutient l'apprentissage, notamment dans la fonction publique territoriale, soit par un service civique. Bref, il y a 100 000 jeunes. 100 000 jeunes qui peuvent, en 2021, trouver leur place, trouver un emploi, trouver une activité dans la fonction publique. Est-ce que ça attire encore aujourd'hui les jeunes ? Ce qu'on voit, c'est que depuis 20 ans, le nombre de jeunes qui se préparent et qui se présentent au concours de la fonction publique a été divisé par 2. Et ça, pour moi, c'est une alerte. Une alerte. Vous l'expliquez comment ? Très grave, parce que ça fait 20 ans qu'on a du fonctionnaire bashing, qu'on nous a expliqué sur tous les plateaux, vous savez que les fonctionnaires étaient gérés comme des chiffres, pas comme des personnes, qu'on expliquait à tout le monde qu'au fond, s'il y avait un problème dans le pays, c'était de la faute des fonctionnaires. Et ça a entraîné quelque chose d'assez mécanique, c'est que les jeunes disent, bon, bah oui, je vais travailler ailleurs. En même temps, on voit que les jeunes, ils demandent tous du sens, ils demandent des métiers utiles, ils ont envie de s'engager sur l'environnement, ils ont envie de participer à la transition numérique. Eh bien, tous ces métiers, ils sont présents dans la fonction publique. Et donc moi, mon combat, c'est d'arriver à faire connaître nos métiers, arriver à attirer les jeunes, à leur proposer aussi des parcours de carrière qui correspondent à leurs envies. Peut-être que si ce n'est pas le concours, on a notamment, je pense, dans le numérique, beaucoup de recrutements qui se font par contrat. On a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, qui se présentent. Et je me lance un appel pour qu'il y en ait d'autres, d'ailleurs, qui puissent s'intéresser à ce qu'on fait dans ce domaine-là. Mais vous allez faire quoi ? Surtout, une campagne de communication ? Oui, on va faire des campagnes de communication. Mais venez travailler tout ce qu'on fait sur l'apprentissage. On avait 40 000 jeunes apprentis dans la fonction publique en 2019. Ces 40 000 jeunes-là, ils connaissent maintenant les métiers de l'intérieur. On sait que c'est une voie d'excellence. On sait que c'est une voie qui amène à la professionnalisation. Donc, en ce moment, on est en train d'investir pour tous les contrats d'apprentissage entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Tous les contrats d'apprentissage dans la fonction publique territoriale sont soutenus pour les employeurs à hauteur de 3 000 €. Et ça s'ajoute au fait que l'organisme de formation qui s'appelle le CNFPT finance 50% du coût. Donc aujourd'hui, l'engagement qu'on a, c'est que dans toutes les collectivités, le reste à charge pour les employeurs publics de prendre un apprenti, il est très très faible. Et donc, on est aussi en train de mettre des moyens. Mais moi, ce que je veux dire, oui, on va parler de défense de la République, de défense des principes fondamentaux de notre service public. Si les jeunes aujourd'hui, pour des mauvaises raisons, parce que les métiers ne sont pas connus, parce que les concours sont vus comme trop sélectifs, vous savez, 50% des recrutements de l'année dernière des jeunes se sont faits à bac ou en dessous du bac. Donc il y a de la place pour tout le monde, quel que soit son niveau de qualification. Et c'est un ascenseur social. On peut être promu, on peut repasser des concours en interne. Bref, c'est une voie de formation, une voie de professionnalisation, une voie d'insertion professionnelle qu'il faut qu'on valorise beaucoup plus. C'est mon enjeu. Et on voit bien que dans notre pays, on est autant attaché au service public, mais encore faut-il qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent prendre ces métiers. Donc, je l'appelle de ce matin. Cela signifie que les économies dans la fonction publique, les réductions d'effectifs, c'est terminé ? Mais vous voyez, on parle toujours des créations de postes. En 2021, dans l'État, on stabilise le nombre d'emplois. Mais il y a des gens qui partent à la retraite. Bien sûr. Et donc, il faut les remplacer. Mais ça veut dire que globalement, l'effectif reste éteint. Le choix qu'on a fait pour 2021, c'est 2 choses. C'est on stabilise l'emploi, mais on se réorganise en interne pour que tous les recrutements de renouvellement ne se fassent pas dans les administrations centrales, se fassent plutôt dans l'État territorial, dans les sous-préfectures, dans tous ces services de l'État qui sont au plus proches des Français. Parce que cet enjeu de proximité, c'est aussi l'enjeu de la relance. On n'arrivera pas à déployer nos politiques. Pourquoi vous laissez pas ça aux collectivités locales ? Ils font très bien. On a vu pendant la crise les régions. On le fait avec elles. Vous avez vu l'accord qui a été encore signé par le Premier ministre. Muscler les régions en termes de budget et d'effectifs que l'État en région. Mais par exemple, on a décentralisé. Là encore, ce week-end, le Premier ministre était à Marseille, a signé un accord avec la région de M. Renaud Muselier. On fait ensemble. Mais l'État, vous savez, qu'est-ce que c'est que l'État au fond ? C'est un mécanisme collectif pour que toutes nos politiques arrivent partout en France, pour qu'il y ait une forme d'égalité de traitement, que personne ne soit oublié. Ça, c'est la mission de l'État. Ensuite, les élus, bien sûr qu'on travaille avec eux. Vous savez, toutes les semaines, j'installe un comité départemental de suivi de la relance. Autour de la table, il y a les élus, les entreprises, on fait ensemble. Mais vous voyez, pour la fonction publique, notre enjeu, c'est bien sûr d'attirer des talents, mais c'est aussi de nous réorganiser pour remettre l'action publique au plus près du terrain, au plus près des territoires. C'est pour ça qu'on a fait les sous-préfets à la relance, etc. On va en parler, mais juste un mot sur le nombre de fonctionnaires pour rebondir sur la question de Pascal. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, dans sa campagne, avait promis la suppression de 120 000 fonctionnaires, 50 000 fonctionnaires d'État, 70 000 fonctionnaires territoriaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites, cette promesse, c'était une erreur ? Le sujet, c'est pas une erreur ou pas. D'abord, on s'adapte à une crise sans précédent.
Et vous voyez bien que si je vous tenais ce discours, on serait totalement décalé par rapport aux nouveaux enjeux qu'on a dans l'éducation, qu'on a chez Pôle emploi, qu'on a dans les secteurs économiques, et qu'on a sur les enjeux de sécurité. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire depuis le début du quinquennat, et j'ai été députée à ce moment-là, c'est qu'on se met effectivement avec un enjeu de stabilité, ou un peu moins de la stabilité au début du quinquennat, mais surtout on se réorganise, on réalloue nos forces. Toutes les organisations, toutes les entreprises font ça. Quand il y a un nouveau projet, quand il y a un nouveau besoin, on ne part pas du principe qu'on va faire en plus, on se réorganise. Et donc dans le budget 2021, vous voyez ça. Il y a des secteurs où on embauche, la sécurité, l'éducation, la justice, et puis il y a des secteurs où on continue de faire des réformes. Et notamment, au final, très peu de baisse du nombre de fonctionnaires. Je crois que c'est moins de 200 dans le budget 2021. L'année 2021, et je vous le dis, je suis la ministre qui effectivement porte ça, c'est la stabilité avec beaucoup de réorganisation et avec un objectif que le Premier ministre a affiché dès son premier discours de politique générale. On ne recrute pas à Paris, en revanche, on renforce nos capacités de décision, de suivi sur le terrain. Et justement, on va parler de ces sous-préfets à la relance. Le plan de relance qui est d'ailleurs soumis ce soir au vote des députés. Mercredi a été présenté en Conseil des ministres la territorialisation de ce plan de relance. Mi-octobre, vous avez lancé l'appel à candidature pour les fameux sous-préfets à la relance dont vous avez parlé. On en est où de cet appel à candidature ? Alors, on en est déjà. On a acté que dans chaque département, il y aura un sous-préfet ou un fonctionnaire de l'État qui sera ce guichet unique pour les élus, pour les entreprises, qui sera l'animateur de ce plan de relance au niveau départemental, et que ce soit quelqu'un de terrain. Il y a effectivement dans des préfets qui nous ont fait part de besoins de renfort, parce qu'ils voient bien qu'ils ont déjà beaucoup à faire, que le plan de relance arrive en plus. Et donc, on a fait cet appel à candidature de 30 sous-préfets à la relance en plus, qui seront dans les équipes pour renforcer le travail. On l'a lancé avec Gérald Darmanin. C'est ouvert à beaucoup de hauts fonctionnaires qui ont envie d'être pendant 2 ans au cœur de notre priorité, qui est de soutenir le pays. On reçoit les candidatures à partir dans probablement 2-3 semaines maximum. On devrait pouvoir avoir des premiers envois. Donc opérationnel en novembre. Oui, opérationnel dès novembre et au plus tard en janvier. Mais dès qu'on arrive à faire des paires, où on trouve un candidat et puis un territoire pour l'accueillir, ils partent en mission. Et je pense que c'est aussi un enjeu extrêmement important pour les Français de nos territoires. Tout ne se décide pas à Paris. Quand il y a des besoins spécifiques, quand il y a un défi spécifique, l'État, il se met au plus près du terrain. Et c'est là qu'il est efficace. Oui, l'État. Non, Pascal, il faut qu'on change de sujet. Oui, l'État en ce moment augmente ses moyens dans la sécurité, tout ce que vous avez énoncé, mais il compense aussi les défaillances économiques. On le voit, les transports vont mal, Airbus va mal, l'automobile, c'est pas brillant, le tourisme encore moins. Jusqu'à quand va-t-on pouvoir financer tout cela ? C'est pour ça que le plan, on va le financer quoi qu'il en coûte, comme l'a dit le président. Mais ce plan de relance, il est là pour nous aider à faire plus de croissance demain, à avoir plus de prospérité. Le plan de relance, c'est pas pour faire comme avant. C'est pour repartir en étant plus fort sur l'écologie, plus fort sur la création d'emplois, plus fort sur les compétences. On a toujours dit que cette relance, on la financerait par la croissance de demain, par notre capacité à avoir moins de chômage demain. C'est pour ça qu'on investit pour nous transformer, pour que chacun dans notre pays retrouve une formation qui corresponde à un emploi d'avenir, à un emploi qui dure. On n'est pas là, vous voyez, pour faire un feu de paille, pour faire, au fond, la création d'emplois d'illusion. On est là pour que, on voit bien qu'on doit reconstruire notre pays, mais qu'on le reconstruise plus fort. Et que cette force qu'on aura reconstruite nous permette de financer le coût effectivement très grand de cette crise partout dans le monde. Et donc, on est, vous voyez, à la bataille pour que ça réussisse. On va parler de la lutte contre le terrorisme. On n'a rien aujourd'hui sur les menaces en ligne dans le cadre de la protection des agents chargés d'une mission de service public. C'est ce que vous avez déclaré hier dans le journal du dimanche. Comment vous allez faire pour y remédier ? Le Premier ministre, la semaine dernière, vendredi, a annoncé que nous allions prendre des mesures fortes pour protéger les fonctionnaires. La première mesure que je prends en tant que ministre, et qui est d'application immédiate, pas besoin de loi, c'est de mettre à jour le texte de 1983 sur la protection des agents. Dans ce texte de 1983, par définition, on ne tenait pas compte des menaces sur les réseaux sociaux, des menaces en ligne. Aujourd'hui, il y a 2 choses à faire. D'abord, s'assurer que, tout comme les autres menaces, celles-ci sont considérées. Mais surtout, pour toutes les menaces, il faut que l'administration soit beaucoup plus en soutien, partout, pour tous les agents, des agents qui viendraient être menacés parce qu'ils sont les agents de la République, parce qu'ils sont les premiers représentants de nos principes fondamentaux républicains, et parce que parfois ils sont fragilisés, attaqués. Quand on attaque un agent public, on attaque la République. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que non seulement la hiérarchie on va rappeler son obligation très forte d'accompagner les agents, de porter plainte avec eux,
de signaler au procureur, avec les procédures qu'on appelle article 40, de signaler au procureur les plaintes, de signaler à Pharos, la plateforme des signalements des messages en ligne, de ensuite, le cas échéant, prévenir les forces de l'ordre et d'inclure donc, et ça c'est nouveau, les menaces en ligne. Parce qu'aujourd'hui, les agents, et vraiment c'est un appel aussi que je leur lance, signaler les faits. Votre hiérarchie ne pourra plus, si tel était le cas, minimiser, faire comme si... C'était le cas. Il y avait un peu un pas de vague. Ouais, le pas de vague, c'est terminé. On voit bien qu'aujourd'hui, dans toutes les administrations, pas seulement à l'école, pas seulement dans les forces de l'ordre, dans toutes les administrations, nous devons absolument empêcher que les agents se sentent seuls, qu'ils se sentent démunis. Ça passe donc par beaucoup plus de soutien de la hiérarchie. Et si les encadrants ne font pas ce travail d'accompagnement, ne signalent pas les plaintes, ne font pas remonter un Pharos, il faudra qu'on prenne des mesures, des sanctions. Des sanctions de quel type ? Des sanctions qui sont celles qu'on applique dans l'administration quand un certain nombre de principes posés, voyez, par, en l'occurrence, le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, Mme Schiappa et moi-même, qu'on va rappeler un certain nombre de faits. Si ces faits ne sont pas appliqués, on a des sanctions. Mais derrière ça, la solitude des agents aussi, c'est parfois ne pas se sentir écouté si on signale. Ça, je veux y mettre fin et vraiment, j'appelle les agents publics, faites savoir quand vous êtes menacés. Et nous, on va mettre les moyens pour que vous soyez écoutés. Il y a un enjeu de formation aussi. Beaucoup d'agents publics nous disent « Moi, je suis tout à fait prêt à faire ce métier un peu différent des autres, qui est celui d'être le premier représentant, le premier rempart de la République. Mais il me manque les éléments, il me manque le cadre. J'aimerais être mieux formé, savoir comment réagir. » Donc oui, l'obligation de formation doit aller beaucoup plus loin, y compris dans la territoriale, y compris dans l'hospitalière, tous les agents publics. Qu'est-ce que ça représente, la menace aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en face à face ? Est-ce qu'on a une idée du nombre d'agents et de la force de la menace ? On a des chiffres, mais qui sont des chiffres dans un contexte où, notamment, où je vous dis, les menaces en ligne n'étaient pas considérées dans nos textes comme des choses à suivre en particulier. On a des chiffres qui disent globalement, une année donnée, c'était des chiffres de 2016-2017, il y a 6 000 dépositaires de l'autorité publique, donc des forces de l'ordre ou des magistrats qui sont menacés, et on a 6 000 agents publics qui ne sont pas dépositaires de l'autorité publique, donc ça peut être des enseignants, ça peut être des fonctionnaires à un guichet, qui eux aussi, à un moment donné, portent plainte parce qu'ils se sentent menacés. Quels sont les fonctionnaires les plus menacés ? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tous les métiers de guichet. Quand vous recevez du public, là, on a vraiment besoin de mettre ces agents-là en sécurité, en protection, en clarté aussi, sur ce qu'ils représentent, sur ce que ça veut dire être agent public, agent de la République. Ils sont tous très volontaires, j'ai aucun doute sur le sujet. Mais il faut qu'on puisse, les armer, qui se sentent protégés et soutenus. C'est aussi tous les métiers, notamment à l'hôpital, il y a un certain nombre de faits aussi à suivre. L'enseignement, Jean-Michel Blanquer a beaucoup avancé. Son idée, par exemple, de ces brigades sur les valeurs de la République, c'est quelque chose que j'aimerais peut-être déployer dans d'autres administrations. Cette idée de proximité, non seulement je vous forme, non seulement votre hiérarchie vous soutient, mais je viens là où vous êtes. Je suis à vos côtés physiquement, en présence, avec vous, là où c'est difficile. Ça, c'est des choses qu'on va essayer d'élargir au maximum, parce que je crois que tous nos agents publics, et je fais le lien avec les jeunes, aujourd'hui, si on n'est pas capable, nous, République, d'être extrêmement fermes, clairs, nets, précis, en soutien, d'abord, il y en a qui vont se décourager, et c'est la République qui se décourage, ça veut dire que c'est la République qui cède, et ça, nous ne pouvons pas céder à ces attaques. Et puis par ailleurs, l'attractivité aussi est réduite, parce qu'on se dit, oh là, c'est un métier dangereux, c'est un métier où on n'est pas protégé. Et ça, je veux absolument combattre. Et ces mesures rentrent en vigueur quand ? Le texte que je vous propose, là, que je vous propose, ou en tout cas je vous annonce, c'est quelque chose dans les tout prochains jours, et c'est d'application immédiate. On a un régime de protection, on peut le mettre à jour, et pas besoin... oui, les menaces sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas en 83, tout le monde comprendrait bien qu'on rappelle les règles. Et aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est que les hiérarchies, plus que jamais, s'engagent. C'est notre responsabilité d'employeur, et je reverrai, vous voyez, les employeurs publics territoriaux à nouveau ce matin, ce sera bien sûr au menu de nos échanges, ça concerne tous les agents publics. Alors, on parle des fonctionnaires victimes d'agression, mais est-ce qu'il y a aussi des fonctionnaires radicalisés ? Est-ce que vous avez connaissance d'un chiffre concernant des fonctionnaires radicalisés ou en voie de radicalisation ? Ça, c'est un autre enjeu. Évidemment, nous devons prendre toute notre part à cette société de vigilance qu'appelait le président de la République. Nous avons des procédures. Là aussi, j'appelle les administrations à les saisir. Nous avons des procédures ou bien de radiation, ou bien de suivi aussi avec les services de renseignement. Mais vous voyez, tout ça, ça part du même principe. Qui marche ou qu'il faut renforcer ces procédures ? Il faut, à mon avis, qu'on les regarde en détail pour peut-être les renforcer, parce qu'elles ne sont pas aujourd'hui aussi mobilisées que je pense qu'elles pourraient l'être. Et donc, il faut qu'on fasse un diagnostic précis
sur est-ce que c'est la procédure qui est difficile, ou bien est-ce que c'est, et c'est le même sujet, le signalement. On n'est pas dans une société de délation, mais on doit être dans une société de vigilance. Que ce soit parce que la laïcité est remise en question par un usager qui menace un agent, ou que ce soit au sein de l'administration, un travail qu'il faut qu'on fasse sur nous-mêmes, et donc que oui, on ait ces référents laïcité, qu'on ait ces brigades, qu'on puisse avoir ce regard en disant voilà, la République, c'est notre bien le plus précieux. Chacun d'entre nous avons la responsabilité de protéger la laïcité, la neutralité, nos principes de liberté, d'égalité de traitement et de fraternité, de cohésion sociale. Ces principes-là, il faut qu'on puisse les faire vivre et que s'il y a une atteinte, on puisse, dans toutes circonstances que ce soit, le signaler. Et là aussi, les employeurs ont une grande responsabilité. Moi, je suis prête, vous voyez, très précisément, sans faire des sbroufs ou de déclarations à l'emporte-pièce, regarder ce qu'il y a aujourd'hui, le renforcer et le renforcer rapidement pour que notre République soit plus forte. Rapidement, ça veut dire dans la loi de lutte contre les séparatismes ? S'il y a des dispositions législatives, il faut les prendre. Si c'est réglementaire, il faut le faire. Et vous voyez, il y a des textes d'application immédiate. Dans quelques jours, ces mesures, par exemple, peuvent être déjà déployées. Oui, l'actualité samedi et dimanche a été aussi marquée par ces insultes, on peut les qualifier ainsi, du président turc Recep Erdogan envers Emmanuel Macron, donc un peu envers tous les Français. Vous avez été précédemment en charge des affaires européennes. Comment l'Union européenne peut durcir le ton et faire cesser ces insultes venues de Turquie, un pays à qui en plus on verse pas mal de subsides? D'abord en faisant bloc. Et ce que je vois depuis cet horrible attentat et la mort de Samuel Paty, c'est que toute l'Europe est avec la France. Toute l'Europe comprend bien que la liberté d'expression, c'est un principe qui en France existe depuis 1881. Mais que la liberté d'expression, c'est pas le déconfinement de la haine, c'est pas l'appel à la violence, c'est pas les instrumentalisations qui viennent de l'étranger, c'est pas le chantage au boycott, c'est pas ça notre fonctionnement. Et donc aujourd'hui, on fait bloc, on est très clair sur les enjeux géopolitiques qui sont derrière, on est très clair aussi sur les sanctions potentielles qui peuvent être prises, on est ensemble. Et ce premier message, ça nous permet, de tenir sur nos principes. Être européen, c'est croire à la liberté d'expression. C'est croire à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est croire surtout qu'on ne cède pas. Ça n'empêche pas de nous insulter, oui, quand mais même. On peut décider de vouloir céder. De nous boycotter. Mais on a quand même entendu beaucoup de voix, évidemment, européennes s'élever contre l'assassinat de Samuel Paty. On a entendu peu de voix ce week-end s'élever contre les propos du président turc Erdogan, qui a mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron, très clairement. Est-ce que vous dites qu'il y a une faiblesse de l'Union européenne vis-à-vis de la Turquie ? Je crois sur ces enjeux avec la Turquie. On a, avec la Grèce, avec Chypre, au cours des tout derniers conseils européens, clarifier les choses. Il y a eu un certain nombre de demandes qui ont été faites à la Turquie dans une période de 2 mois. Et il est bien clair pour tout le monde que si ces demandes ne sont pas satisfaites, je pense notamment à ce qui peut se passer au Karabakh, en Libye, dans la Méditerranée, il y a un certain nombre de sujets où les Européens ne sont pas du tout dans une posture naïve. Ils sont dans une posture d'exigence. Ils ont fait des demandes. Soit ces demandes seront remplies, et donc ça veut dire qu'on aura retrouvé la voie d'une coopération certes musclée, mais coopérative, soit elles ne sont pas remplies. Et dans ce cas-là, les Européens ont un menu d'action qui est très clair, qui est posé sur la table. C'est aujourd'hui défendre nos valeurs françaises, républicaines, mais aussi européennes. Je crois que tous les gouvernants, tous les gouvernements, tous les acteurs européens comprennent et sont en soutien avec ce que nous vivons parce qu'ils voient bien que c'est aussi notre identité même qui se joue. Et on voit bien que c'est une minorité radicale qui mène la même bataille de l'extérieur, de l'intérieur, sur les réseaux sociaux. C'est la même qu'on combat. C'est celle qui veut affaiblir notre République. Et c'est celle sur laquelle le président l'a encore très bien dit, je crois, avec des mots très forts ce week-end. Nous sommes unis, nous faisons bloc. Et c'est notre République, qui, depuis des siècles, tient maintenant sur ses principes. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Merci Amélie de Montchalin d'avoir été avec nous. Merci Pascal. On regarde la une du Progrès. Un sujet un peu plus léger à la une du Progrès. C'est la victoire de l'OL hier. Oui, l'OL qui renoue avec une belle victoire. Il y a un moment que ce n'était pas arrivé et qui remonte au classement de la Ligue 1. Une équipe qui semble enfin avoir retrouvé le plaisir de jouer ensemble. Donc le Progrès a choisi de privilégier cet événement. Et voilà, un peu de foot. Merci beaucoup. Merci Amélie de Montchalin d'avoir été avec nous. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club
Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Avec nous aujourd'hui Arnaud Benedetti, Guillaume Doyen et Bruno Cotresse qui est avec nous à distance. Bonjour messieurs, merci d'être là. On parlera avec vous de la crise sanitaire. Record de nouveaux cas hier en France avec 52 000 cas positifs détectés. L'épidémie semble désormais hors de contrôle et toutes les régions sont touchées. Un reconfinement est-il désormais inéluctable? On en débattra. Et puis on parlera de la lutte contre l'islamisme. Après l'assassinat de Samuel Paty, le gouvernement précise ses mesures, notamment la lutte